Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur RR Studio pour vous montrer aujourd'hui comment on peut créer des vecteurs et faire quelques opérations dessus avec RR Studio donc. Donc c'est une vidéo essentiellement pour les tout débutants. C'est des choses que j'ai déjà faites à différents moments dans différentes vidéos, je l'avais pris comme acquis, puis je me suis dit là, bon bah pourquoi pas refaire une petite vidéo pour les tout débutants pour leur montrer comment faire pour créer des vecteurs, ce qui est la base de la base en fait. Donc voilà, je vais vous montrer ça, puis peut-être que y a des petites astuces dedans qui serviront aux plus aguerris d'entre vous. Donc, j'ai préparé donc un script comme d'habitude, donc on a RStudio devant nous. On va déjà aller dans notre répertoire de try, ça c'est fait. On va le définir comme répertoire de try par défaut avec more set as working directory ici. C'est fait, et maintenant on peut travailler. Donc, alors, si on veut par exemple un vecteur de nombre, alors là, pour créer un vecteur dans R, ça se fait essentiellement avec la fonction C, entre parenthèses, et on met les éléments de notre vecteur dedans, séparés par des virgules. Donc par exemple ici, C de entre parenthèses 1,2,3, ça me crée le vecteur 1, 2, 3. La petite flèche ici, c'est une flèche d'affectation pour dire le vecteur 1, 2, 3, tu me le stockes dans l'objet A. Voilà. Donc, on fait ça, on voit qu'en haut à droite, il apparaît dans l'environnement, là, dans l'environnement global. Donc il a bien été pris en compte. Et puis si on l'appelle, qu'est-ce qui se passe? Donc on a bien notre vecteur 1, 2, 3 qui apparaît ici. Ok, alors rien n'empêche d'avoir des nombres négatifs, des nombres à virgule, donc des nombres décimaux tout simplement. Et pour ça, je vais créer un vecteur B. Donc je fais la même manip, donc j'ai choisi de prendre 1,1, moins 1,125, moins 2,5. Allons-y. Donc il a bien pris en compte. Vous voyez qu'il restera un petit peu l'affichage là-haut. On appelle B. Et là, donc il affiche 1,100, moins 1,125, moins 2,5. Donc là, il s'est calé sur le nombre de décimales du nombre qui en avait le plus, c'est-à-dire moins 1,125. Donc il a décidé d'afficher 3 chiffres derrière la virgule. Voilà. Donc tout va bien pour notre vecteur B. Maintenant, si on veut créer un nombre avec des réels dedans, alors par exemple dans R, il y a le nombre pi qui est implémenté. Alors ce ne sera pas le nombre pi exactement, mais il va aller jusqu'à une certaine précision limitée par R en fait, pour le nombre pi. Et pour appeler le nombre pi, on tape pi, pi. Donc là j'ai créé le vecteur composé de 20, de 1,25 et du nombre pi. Donc je l'ai appelé C. Si j'appelle C, voilà, donc il m'affiche que c'est 20,0000, etc., 1,25000, etc., 3,14, 15,93, etc. Voilà, alors après, rien n'empêche de faire un vecteur de chaîne de caractères. Rien du tout. Donc par exemple, si je veux représenter les couleurs d'un jeu de cartes, piqueur, carreau, trèfle, mettre ça dans un objet D, donc je vais faire D, la flèche d'affectation, c'est de pique, cœur, carreau, trèfle. Puis vous voyez que j'ai mis des guillemets pour dire que c'est des chaînes de caractères. C'est comme dans tous les langages quasiment. J'appelle D et j'ai bien mon pique, cœur, carreau, trèfle. Pas de problème. Après, si je veux... alors il y a des vecteurs qui sont implémentés dans R, qui sont déjà tout prêts. Par exemple, les lettres de l'alphabet. Donc les lettres de l'alphabet, pour les appeler, il suffit d'écrire letters. Et puis ça va vous afficher, vous voyez, les lettres de l'alphabet. Donc ça peut être utile des fois pour créer des identifiants, des choses comme ça. Il faut savoir que ça existe. Et puis il y a la même chose avec les majuscules, donc les lettres majuscules de l'alphabet, donc letters en majuscules. Et là, vous voyez, j'ai mes lettres en majuscules. Donc c'est cool, tout va bien. Pas de problème. Alors maintenant, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe si on mixe les deux? C'est-à-dire si je mélange des nombres décimaux avec des chaînes de caractères. Donc par exemple, si je crée un vecteur E composé de nombres décimaux de 1,125 en l'occurrence, du mot pomme, et puis de la chaîne de caractères composée de 0. Donc ça s'écrit comme ça, donc 1,125, ok, pomme je l'ai mis entre guillemets, puis 0 je l'ai pris comme chaîne de caractères, donc j'ai mis des guillemets autour du 0. Donc si je fais ça que j'appelle E, vous voyez qu'il a tout mis en chaîne de caractères. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas convertir pomme en nombre. On est bien d'accord.
Par contre, il peut convertir 1,125, il peut le convertir en chaîne de caractères. Donc il a choisi cette option-là, il a décidé de tout convertir dans les éléments de E dans le type chaîne de caractères, en fait, tout simplement. Voilà. Donc voilà ce qui se passe si on mixe. Après, pour créer un vecteur, on peut très bien avoir la concaténation de deux vecteurs, c'est-à-dire on va les coller bout à bout. Donc attention, l'ordre est important. Par exemple, si vous voulez coller A puis B derrière, vous allez faire C de A, B, tout simplement. Donc vous recréez un vecteur avec dedans les vecteurs A et B. Et puis, donc là, j'ai décidé de l'appeler F. Donc F flèche C de A, B. Et là, on voit qu'on a bien 1, 2, 3, 1,1, moins 1,125, moins 2,5. Sauf que il s'est calé, il a tout mis en nombre à virgule. Pour que dans le vecteur, il y ait partout le même type, en fait. Dans un vecteur, tous les éléments doivent avoir le même type. Ok, donc ça c'est pour la concaténation de A et de B. Je peux très bien dire qu'est-ce qui se passe si je veux concaténer un vecteur de nombre, donc le vecteur A par exemple, de nombre entier, avec mon vecteur letters qui contient toutes les lettres de l'alphabet. Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, on se doute de ce qu'il va faire. Hein. Voilà, donc vous voyez qu'il a transformé le 1, 2, 3 de mon vecteur A en chaîne de caractères. Il a mis des guillemets autour, hein, donc j'ai bien un vecteur qui est chaîne de caractères ici, pour tous ces éléments. Ok. Alors, après, je vous montre aussi, donc imaginez que vous ayez un vecteur, et puis pour X raison, vous vouliez le multiplier tous ces éléments par un même nombre. Donc là, j'ai pris comme exemple pi fois le nombre A. Hein, donc on va multiplier tous les éléments de A par pi. Donc on va faire pi fois A. Donc le fois, c'est étoile. Donc j'ai bien 3,14 qui est 1 fois pi, 6,28 qui est 2 fois pi, et puis 9,42 qui est 3 fois pi. De la même façon, si je veux multiplier un vecteur de nombres décimaux par pi, rien ne m'en empêche, hein, ça va marcher exactement pareil. Donc B, c'était des nombres décimaux qu'il y avait dedans. Et puis vous voyez que ça a bien fonctionné, il a bien multiplié pi par 1,1, moins 1,125 et moins 2,5. Voilà. Après, pour la division, ça va marcher pareil. Donc imaginez que vous vouliez diviser les éléments d'un vecteur par un même nombre. Donc par exemple, si je veux prendre les éléments de A qui sont 1, 2, 3 et les diviser tous par 4,5, je vais faire A divisé par 4,5. Donc j'obtiens 0,222, 0,44, 0,67, etc. Donc voilà, ça marche bien, c'est assez intuitif. Si je veux diviser maintenant un nombre par les éléments d'un vecteur, là je vais faire le nombre divisé par le nom du vecteur en fait. Donc par exemple, si je veux diviser 4,5 par 1, puis par 2, puis par 3, je vais faire 4,5 divisé par A. Et là, j'ai mon vecteur résultat qui va contenir le résultat de 4,5 divisé par 1, de 4,5 divisé par 2 et de 4,5 divisé par 3. On peut aussi se poser la question, qu'est-ce qui se passe si dans notre vecteur, on a le nombre 0 ? Donc, j'ai créé un vecteur h composé de 0 et des éléments de A par concaténation. Donc, je vais le visualiser. Vous voyez, j'ai 0, 1, 2, 3. Qu'est-ce qui se passe si je fais 4,5 sur h ? Vous voyez qu'il me retourne quand même un résultat qui est que c'est l'infini, 4,5, 2,25 et 1,5. Pourquoi ? Parce que l'infini est aussi implémenté dans R par la fonction inf, par l'élément inf, avec un i majuscule. Et je vous renvoie donc à la vidéo là-dessus, qui traite du sujet. Voilà, donc attention si vous êtes en train de travailler sur des données qui a un 0 dedans, que vous voulez faire des calculs dessus, faites attention à ça parce que vous risquez de vous retrouver qu'un infini quelque part. Donc voilà. Après, ça peut être utile pour les cas un peu plus mathématiques. Ensuite, si on veut additionner les éléments d'un vecteur avec un nombre, vous vous doutez comment ça va marcher. Par exemple, si je veux additionner les éléments de A avec le nombre pi, je vais faire pi plus A. Et donc il va faire pi plus le premier élément de A qui est 1, donc pi plus 1. Après pi plus le deuxième élément de A qui est 2, donc pi plus 2, et pi plus le troisième élément de A qui est 3, donc pi plus 3. Et puis vous voyez qu'on a bien 4,14, 5,14 et puis 6,14.
Ok. Maintenant, si on veut additionner les éléments de deux vecteurs de même taille. Alors, dans les vecteurs de même taille qu'on a déjà utilisés, il y a A et il y a B. Ils ne sont pas du même type, puisqu'il y en a un, c'est un vecteur d'integer, et l'autre, c'est un vecteur de double. Mais qu'à cela ne tienne, on sait qu'il peut se caler sur le... il va tout transformer en double, en fait. Et on va regarder ce qui se passe si on additionne donc deux vecteurs de même taille. Donc on tombe sur 2,1. Alors 2,1 c'est 1 plus 1,1. Donc premier élément de A plus premier élément de B. 0,875 ça va être 2 plus moins 1,125. Donc deuxième élément de A plus deuxième élément de B. Et enfin le 0,5 c'est 3 plus moins 2,5 qui est le troisième élément de A plus le troisième élément de B. Tout simplement. Donc quand ils ont la même taille, il n'y a pas de souci. Maintenant, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe s'ils sont de tailles différentes? Est-ce qu'on peut le faire? Bon, on va essayer. Donc on va prendre notre vecteur h, là, qui est composé de 0, 1, 2, 3, je vous le rappelle. Donc h, il est là, 0, 1, 2, 3. D'ailleurs, je vais descendre un petit peu. Voilà. Et puis b, donc, c'est le vecteur composé de 1,1, moins 1,125 et moins 2,5. Donc qu'est-ce qui se passe si je fais h plus b? Alors on peut s'attendre à une erreur, puisqu'il y en a un qui a 4 éléments, puis l'autre qui a l'autre B qui a 3 éléments. Donc si je fais ça, alors vous voyez qu'il me calcule quelque chose quand même, puisqu'il me retourne un vecteur à 4 éléments. Donc c'est plutôt cool. Par contre, il me met un warning. Il me dit attention, dans H plus B, la taille d'un objet plus long n'est pas multiple de la taille d'un objet plus court. Donc pourquoi? Parce que lui il est de taille 4 et lui il est de taille 3. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Alors le premier résultat c'est 1,1. Or 1,1, si on regarde les éléments de H, premier élément de H c'est 0, premier élément de B c'est 1,1. Donc il a a priori fait 1 plus 1,1 plus 0. Le deuxième élément du résultat c'est moins 0,125. Si on regarde le deuxième élément de H c'est 1, le deuxième élément de B, c'est moins 1,125. Or, 1 moins 1,125, c'est bien moins 0,125. Il a bien additionné les deux. Si on regarde le troisième résultat, moins 0,5. Alors, moins 0,5, si je regarde le troisième élément de B qui est moins 2,5 et que j'additionne avec le troisième élément de H qui est 3, j'obtiens bien moins 0,5. Donc, il a bien additionné élément par élément. Mais alors comment il a sorti le quatrième là? Donc il trouve 4,1. Alors 4,1, dans B j'ai plus d'éléments, j'ai pas de quatrième élément. Et dans H j'ai 3 comme quatrième élément. Donc pour obtenir 4,1, il a ajouté 1,1 au 3 là. Donc où est-ce qu'on trouve le 1,1 dans le vecteur B? En première position. Donc en fait il a rebouclé. Donc quand vous allez additionner des vecteurs qui ne sont pas de même taille, il va se caler sur la taille du plus grand pour avoir la taille du résultat. Il va additionner élément par élément jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'éléments dans le vecteur le plus court. Et puis après, il va reprendre le vecteur le plus court, il va le remettre au bout du vecteur le plus court pour continuer à additionner. En fait, il reboucle. Donc il va réadditionner avec le premier élément du vecteur le plus court, etc., jusqu'à ce qu'il obtienne la taille du plus grand des deux vecteurs. Donc là, il a fait 3 plus 1,1 tout simplement. Et alors par contre, si on a le plus grand des vecteurs qui a une taille qui est un multiple du vecteur le plus court, là par exemple, si on a un vecteur de taille 6 et puis un vecteur de taille 3, il va prendre 2 fois le vecteur de taille 3, il va les coller bout à bout. Et puis donc après il va additionner avec tous les éléments du vecteur de taille 6 pour donner un vecteur de taille 6. Vous voyez. Et donc si les tailles sont différentes et pas multiples l'une de l'autre, donc c'est ce que je vous disais, il va prendre le plus petit vecteur et puis il va le coller avec lui-même plusieurs fois jusqu'à obtenir une taille plus grande que l'objet le plus long. Et puis il va additionner élément par élément jusqu'à obtenir la taille du vecteur le plus long en fait. Puis après ce qu'il y a derrière, avec les concaténations qu'il a fait, il s'en moque quoi. Donc voilà, il reboucle comme ça avec les éléments du vecteur le plus court.
Donc ça, c'est quelque chose à savoir, hein, quand vous faites une addition de vecteurs de tailles différentes, il faut vraiment comprendre comment ils fonctionnent. J'espère que je suis assez clair, j'espère que vous avez bien compris l'exemple. Si vous avez eu un petit peu de mal à comprendre, refaites des exemples, faites-vous des vecteurs de tailles différentes, par exemple taille 2, taille 3, des vecteurs assez courts avec des nombres assez simples, et puis regardez ce qui se passe, tout simplement. Ensuite, alors, autre façon de créer un vecteur, donc on peut faire des suites de nombres, donc avec la fonction sequence. Alors par exemple, si on veut créer les nombres impairs, donc là j'ai fait les nombres impairs entre 1 et 101, 1 et 101 inclus, donc on va faire une séquence. Donc sequence, sec. Premier nombre c'est 1, dernier nombre 101, et puis l'incrément c'est 2. Donc on avance de 2 en 2 à partir de 1 jusqu'à tomber sur 101. Donc si on fait ça, donc vous voyez qu'on a bien 1 à 101 par incrément de 2, donc 1, 3, 5, 7, 9, etc. etc., etc. Qu'est-ce qui se passe si comme dernier nombre je mets un nombre pair? Donc je fais sec de 1 à 100, mettons, par incrément de 2. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Vu que j'ai arrêté à un nombre pair, il a pris le premier nombre impair avant ce nombre-là. Donc le premier nombre impair avant 100, c'est 99, et il s'est arrêté à 99, c'est logique. Alors rien n'empêche de faire des séquences avec des nombres à virgule, évidemment. Par exemple, si je veux les nombres entre 0 et 1 par incrément de 0,01, par exemple pour graduer des axes ou des choses comme ça, hein, comme on a déjà fait dans les vidéos précédentes. Donc je vais faire sequence de 0,1, puis l'incrément 0,01. Là je vois que j'ai bien tous mes nombres entre 0 et 1, 0 et 1 inclus, et par incrément de 0,01. Donc ça marche. Il y a aussi une autre façon de faire qui est la fonction 2 points, comme dans un tableur, qui marche que pour les nombres entiers. Donc par exemple, si je veux tous les nombres entiers entre 500 et 550, je vais faire 500, 2 points, 550. Et là, j'ai 500, 501, 502, etc. jusqu'à 550, 500 et puis 550 étant inclus. Très bien. Ensuite, utilisation de la fonction rep. Alors la fonction rep, elle permet de répéter plusieurs fois un vecteur. Par exemple, si je veux répéter le vecteur D, alors le vecteur D, hein, je vous rappelle que c'est les couleurs d'un jeu de cartes, donc pique, cœur, carreau, trèfle, et puis vous voulez répéter ça 4 fois, ce que vous pouvez faire, ça va être repeat de D, 4. Donc il va faire pique, cœur, carreau, trèfle, pique, cœur, carreau, trèfle, pique, cœur, carreau, trèfle, et pique, cœur, carreau, trèfle. Voilà, donc on a bien ce à quoi on s'y attendait. Et puis, peut-être que vous dites, ouais, mais comment on pourrait faire pour avoir 4 fois pique, puis après 4 fois cœur, puis après 4 fois trèfle, puis après 4 fois carreau. C'est la même chose, sauf qu'au lieu de mettre, et ça je l'avais déjà aussi expliqué dans une autre vidéo, il me semble, au lieu de mettre rep de, entre parenthèses d,4, on va lui dire, à la place de 4, on va mettre each égale 4. Donc rep de, entre parenthèses, d, each égale 4. Et là, donc on a bien pique, 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 cœur, 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 carreau, 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 trèfle, 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 trèfle. Voilà. Et donc on a fait notre vecteur comme on le voulait. Donc si vous voulez faire des simulations sur un jeu de cartes, dans R, vous voyez, maintenant vous savez faire, et tout ce qu'on a vu aujourd'hui, vous pouvez très bien faire ça assez simplement. Il faudrait aussi la fonction paste, ceci dit. C'est peut-être une bêtise, ouais, il faut quand même la fonction paste avant. Donc la fonction paste, je l'ai déjà abordé dans une vidéo précédente. Je ferai peut-être un petit tuto dessus. Ouais, ça peut être une idée. Enfin bon, voilà. Donc là, vous voyez comment on peut faire. C'est quand même pas trop mal. Je vous ai déjà montré pas mal de choses là, pour créer un vecteur, faire quelques petites opérations dessus. Alors j'ai pas montré comment on fait des opérations de type matriciel dessus. Ce sera pour une prochaine vidéo. Je vous montrerai aussi comment créer des matrices, comment créer des data frames, des choses comme ça. Je pense que je vais refaire une petite série de vidéos là sur vraiment les bases de R, hein, tout simplement. Pour ceux qui sont vraiment débutants et qui savent pas trop comment s'y prendre, par quoi commencer. Donc voilà. Donc ça va être la première de la série, on va dire. Et voilà.
Bon, bah, il me reste à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater, hein. Abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires pour me dire ce que vous aimeriez voir, me voir détailler en fait dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la mailing list, hein, pour avoir des petites astuces en plus, des petites infos en plus, etc. Et puis, bah, je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, et puis évidemment, hein, si vous êtes débutant et que ça vous intéresse, hein, j'ai écrit un livre sur R. Vous pouvez le feuilleter en ligne gratuitement sur Amazon. Je vous ai mis le lien en description. Il est disponible au format papier et au format Kindle. Donc pour vous faire une idée, n'hésitez pas à aller le feuilleter. Et puis bah, cette fois, j'ai vraiment fait le tour. Et donc il me reste à vous dire donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. À bientôt.